Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fuse Expert, l'émission. Je suis ravie de vous retrouver. 62,9 ans, c'est l'âge moyen de départ à la retraite. C'était l'âge moyen en 2021 avec seulement 87% de taux plein. Alors, pour vous donner quelques informations, on sait que les femmes partent d'ailleurs plus tard en moyenne que les hommes. Les femmes 63,2 ans contre les hommes 62,7 ans. Vous l'aurez compris, on va s'intéresser à cette fameuse réforme des retraites avec nos deux invités experts. On va essayer d'en comprendre un petit peu les tenants et aboutissants. C'est parti. Et c'est un plateau 100% féminin, ça fait du bien. On va parler avec Annabelle Cordelier, bonjour. Bonjour. Et Véronique Argentin, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette réforme des retraites. Je vais commencer avec vous déjà par une petite présentation de votre parcours. Voilà, et bien moi je suis Annabelle Cordelier, je suis expert comptable à Strasbourg et donc j'ai choisi comme thème de mémoire d'expertise comptable en 2002 une nouvelle approche du départ en retraite, le rôle des experts comptables. Donc c'est vous dire si je connais ce sujet depuis longtemps. Ça tombe bien pour notre émission. Véronique. Bonjour. Merci. Alors, je m'appelle Véronique Argentin. Je suis directeur des études sociales au Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Et donc, j'ai en charge toute la partie commission et club social de l'Ordre. Parfait. Alors, je vais rappeler quelques éléments de contexte de cette réforme des retraites. On le sait, c'était l'une des promesses de campagne du président de la République, Emmanuel Macron, cette réforme des retraites. Après des débats parlementaires plutôt houleux, de nombreux mouvements sociaux, mais aussi après être passé sous les fourches codines, on peut le dire, du Conseil constitutionnel, eh bien, cette réforme, vous le savez toutes et tous, elle est effective. Bien qu'amputée, il faut le dire, de quelques dispositions, CDI senior ou encore index senior, la mesure phare de la loi qui relève l'âge de départ à la retraite a quant à elle été validée par les sages. Merci beaucoup mesdames d'être avec nous et on va commencer cette première partie avec simplement la présentation du dispositif. Et ce sont donc les nouveautés de la réforme. Quelles sont ces nouvelles conditions de départ à la retraite? Annabelle, c'est vous qui allez commencer à nous en parler. Voilà, alors le changement le plus important, c'est effectivement le décalage de l'âge légal de départ en retraite, puisque jusqu'à présent, il était fixé à 62 ans, et là, on va aller jusqu'à 64. Oui. Et donc, c'est la première fois que l'évolution est aussi rapide, parce qu'effectivement, les premières générations, donc celles nées à partir du 1er septembre 61, vont déjà devoir attendre 3 mois de plus. Et donc ça, c'est vrai que c'est une nouveauté importante. Et alors, ce que j'aime bien aussi qu'on retienne, c'est que c'est la génération née en 68, dont les parents étaient peut-être sur les barricades, qui va être pour la première fois concernée par ce nouvel âge de 64 ans. On pourra aussi rajouter qu'il y a des nouveautés au niveau des annuités. Finalement, combien de trimestres, enfin combien d'années faut-il que je travaille pour pouvoir avoir cette fameuse retraite malgré le relèvement de l'âge? Eh bien, c'est 43 ans. Ouais. 43 ans parce que ça a déjà été prévu en fait depuis 2014. Et donc, en soi, c'est juste une accélération. Mais on a 43 trimestres qui étaient déjà programmés depuis 2014 pour différentes générations avec un temps plus long. Très bien. Et alors moi, comme je suis une femme de chiffres, j'aime bien quand même rappeler que dans les générations actuelles là, qui sont au travail, la plupart ont quand même commencé à travailler à 21 ans. Alors, comme je dis toujours, soit parce qu'ils ont fait un bac plus 3, soit parce qu'ils ont fait 3 premières années de quelque chose. On a tous des copains qui ont fait première année de médecine, ils ont raté, ils ont fait sociaux. Voilà, exactement. Médecine, c'est parce qu'on le rate souvent, c'est ça que vous dites ça. C'est ça. Et donc, 21 plus 43 égale 64. Oui, d'accord. Donc, je pense que ça permet de relativiser l'âge de 64 ans. Oui, c'est vrai que ça permet de relativiser, tout à fait. Alors, deuxième question, quelles sont les conditions de départ anticipé à la retraite pour les carrières longues, Annabelle? Alors là, c'est vraiment la très très bonne nouvelle. Véronique, tu es d'accord avec moi? Ah oui, complètement. En fait, avant, il n'y avait que 2 possibilités pour les carrières longues. Soit tu avais validé 4 ou 5 trimestres avant l'âge des 16 ans, et donc ça te permettait de partir à 58. Soit tu avais validé 4 ou 5 trimestres avant l'âge des 20 ans, et ça te permettait donc de partir à 60 au lieu de 62. Okay. Et là, donc, Elisabeth Borne, elle a lâché sur la fin, au mois de mars. Non, mais ça sera vraiment très très favorable, parce qu'en fait, elle a créé 2 nouveaux seuils. Et donc, on aura 4 ou 5 trimestres avant les 18 ans et ça permettra de partir à 60. Ou 4 ou 5 trimestres avant 21 ans et ça permettra de partir à 63 ans. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de favorable parce que donc, moi, j'ai fait déjà plein de bilans retraite. Et en fait, déjà, pour les carrières longues, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, il faut toujours autant de trimestres
que ce qui est nécessaire, donc comme vous l'avez rappelé, on va retenir dans le cas général 43 ans, Oui. mais il faut des trimestres cotisés. Et ça, c'est un peu le piège, c'est qu'il y a des trimestres validés, et dans le cadre des carrières longues, les trimestres validés ne vont pas suffire, ou en tout cas, ils seront moins pris en compte. Mais en tout cas, il faut retenir ça. On a 2 nouvelles bornes, avant 18 ans et avant 21 ans, et ça, je pense que ça va ouvrir vraiment des possibilités à plus de personnes qu'actuellement. On peut préciser que la notion de valider, en fait, c'est sur les périodes, par exemple, de chômage. Une personne qui a été au chômage, eh bien, elle a des trimestres, elle a 4 trimestres au titre de la validation de l'assurance chômage, mais si elle veut partir au titre de la carrière longue, ça ne sera pas pris en compte. Par exemple, il faut qu'elle ait vraiment cotisé à l'assurance retraite sur ses revenus pour pouvoir en bénéficier. Parfait. Merci mesdames. Alors on va maintenant rentrer en détail dans les conditions de cette réforme. Et c'est avec vous, Véronique, on va parler de carrière incomplète. Quand est-ce qu'il faut demander sa retraite en cas de carrière incomplète ? On peut la demander dès lors qu'on a l'âge légal de départ à la retraite, parce qu'on a le sentiment qu'on ne peut plus partir avant. On peut partir, imaginons qu'on soit né en 61, au 1er septembre 61, on peut tout à fait, aujourd'hui, on pourra partir à 60 ans et 3 mois. Ou dans 62 ans. 62 ans, par 62 ans et 3 mois, pardon. Et donc, dans ce cadre-là, on peut tout à fait partir, même si on n'a pas l'ensemble des trimestres nécessaires pour pouvoir partir. La difficulté derrière, c'est que quand on fait ça, on se retrouve avec un coefficient de minoration sur le montant de la pension de retraite. Donc, c'est pénalisant, pas sur l'entrée, mais c'est surtout sur la pension que ça va être pénalisant. Oui. La bonne nouvelle quand même, c'est que si on a la patience d'attendre, quand on a 67 ans, eh bien, on n'a plus ce coefficient de minoration, puisque à 67 ans, peu importe le nombre de trimestres qu'on a au niveau de l'assurance vieillesse, eh bien, on va pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Parfait. Alors, quel est l'impact de la réforme aussi pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961 et qui ont fait, et ça c'est important, du rachat de trimestres, Véronique ? Eh bien, la bonne nouvelle, là aussi, c'est qu'on se dit, est-ce qu'on a acheté à perte des Que de bonnes nouvelles. Là, en fait, oui, on va pouvoir demander en fait, le remboursement des trimestres qu'on a rachetés. Pour cela, il faut le faire dans les 2 années suivant la loi. Et donc, les personnes vont pouvoir faire une demande auprès des caisses pour se faire rembourser des trimestres de rachat qu'ils ont fait. Par contre, attention Véronique, il faut quand même qu'on précise, ça sera imposable, le rachat sera imposable, parce que quand on a acheté les trimestres, ils ont été déductibles, et donc il faudra repasser à la caisse au niveau des impôts. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Véronique, tu en profites peut-être pour nous rappeler les quelques différents cas de rachat qui existent ? Oui, il y en a quelques-uns. Enfin, le plus connu, c'est le rachat des études, des trimestres au titre des études. C'est un dispositif d'ailleurs qui a été aménagé dans le cadre de la réforme, là, qui permet comme ça. Aujourd'hui, on va dire qu'avant, on pouvait racheter les études supérieures après 10 ans, sur une période de 10 années. Et bien là, avec la réforme, on a mis une borne d'âge au-delà de laquelle on pourra faire ces rachats. Bon, on attend encore des précisions par décret, mais voilà, ça c'est un des cas. L'une des nouveautés, c'est qu'on peut aussi racheter ces trimestres quand on était stagiaire en entreprise. Ah, c'est intéressant ça, effectivement. Oui. Tout à fait. Ce n'était pas possible avant. Là, avec la réforme, on pourra faire des rachats de trimestres au titre des stages faits en entreprise. Pour l'instant, on n'en connaît pas les modalités précises, mais en tout cas, c'est là aussi quelque chose d'intéressant. Alors par contre, petit bémol, moi je pense qu'il faut quand même déconseiller de racheter trop tôt. Par exemple, moi j'ai une de mes collaboratrices, elle a entendu parler du rachat d'apprentissage, mais c'est une jeune femme qui a actuellement 32 ans. Donc là, clairement, quand tu as 32 ans actuellement, je pense qu'il faut quand même penser qu'ils vont partir plus tard que 64 ans. Donc c'est là où il faut quand même doser le rachat de trimestre. Est-ce que ça présentera un réel intérêt quand ils seront en âge de partir en retraite, quoi. Bon, très bien. On va maintenant s'intéresser à ce que la réforme impose lors de situations particulières. Et on va voir ça avec vous, Véronique, pour commencer. Quelles sont les mesures en faveur des travailleurs handicapés ou des travailleurs inaptes ? Alors, il y a des mesures plutôt, là aussi, assez favorables. On a retiré un certain nombre de verrous qu'il y avait. Si on prend l'exemple des personnes handicapées qui aujourd'hui peuvent partir à 55 ans, ça n'a pas été modifié au niveau de l'âge de départ, puisqu'ils pourront toujours partir à 55 ans. En revanche,
Aujourd'hui, si quelqu'un part à la retraite à l'instant T, eh bien, il se voit imposer d'avoir à la fois des trimestres cotisés et des trimestres validés. Il faut qu'il remplisse une double condition à ce niveau-là. Ok. Et ensuite, eh bien, il faut une incapacité permanente d'au moins 50%. À compter du 1er septembre 2023, les règles vont changer avec plus de souplesse, avec toujours le maintien à 55 ans pour l'âge de départ. Et on supprime une condition qui était dans les deux conditions, on supprime la validation de trimestres. Donc, en clair, il faudra juste avoir des trimestres cotisés et également au niveau de l'incapacité permanente, les personnes pourront saisir la commission médicale au niveau des organismes de retraite. Oui. Ils pourront le faire dès lors qu'ils ont 50% de taux d'incapacité, D'accord. alors qu'avant, c'était 80%. Donc, Ah oui, donc ça réduit quand même, donc c'est voilà. plutôt favorable. Exactement, et ça Ok. permet de faire entrer un peu plus de monde dans le dispositif. Dans le dispositif, très bien. Alors, je vais continuer avec vous, Véronique, sur les conditions pour bénéficier d'une retraite, ce qu'on appelle la retraite progressive. Ah ouais, alors la retraite progressive, c'est un superbe mécanisme, j'ai envie de vous dire. Pourquoi la retraite progressive? Elle a été, en fait, il y a des aménagements qui sont apportés au dispositif de retraite progressive. La condition, évidemment, comme il y a le relèvement de l'âge de départ à la retraite, aujourd'hui, on va dire c'est 60 ans. Demain, avec le relèvement de l'âge, on passe plutôt à 62 ans. Avec une condition de trimestre, il faut avoir au moins 150 trimestres pour pouvoir bénéficier du dispositif. La condition de 150 trimestres reste d'actualité avec ce relèvement qui va s'appliquer puisqu'on va regarder aussi les générations quand même ici. L'un des éléments intéressants dans la retraite progressive, c'est que aujourd'hui les entreprises, enfin la personne en fait la demande, c'est-à-dire que ça n'est pas automatique. Il faut faire une demande à l'employeur qui sera obligé, du fait de la réforme, de donner une réponse aux salariés qui ont fait la demande dans un délai de 2 mois. Et si ça n'est pas fait, si l'employeur ne répond pas dans ce délai de 2 mois, eh bien, on considérera que la demande du salarié est acceptée. D'accord. Ouais, parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, quand on passe en retraite progressive, le salarié passe à temps partiel. Donc, dans des grandes entreprises, on peut imaginer que ça se fera bien. Et par exemple, si je prends le cas d'une hôtesse d'accueil qui travaillait sur 5 jours, elle demande à bénéficier d'une retraite progressive, elle demande à passer à 4 jours. Une petite entreprise, elle va se retrouver sans hôtesse d'accueil, par exemple, un jour. C'est vrai. Donc, on a quand même toujours cette possibilité de se garder un peu de temps pour réorganiser, notamment les TPE, face à ces demandes de retraite progressive. J'ajouterais que ce dispositif est ouvert à tous, parce qu'on a parfois l'impression que c'est réservé qu'aux salariés. Les travailleurs indépendants peuvent également bénéficier de ce dispositif. Et l'intérêt pour eux, notamment, ça pourrait être dans le cadre d'une transmission d'entreprise, de pouvoir également lever le pied et continuer un peu l'activité tout en ayant une fraction de leur pension de retraite. Et c'est ça l'intérêt de la retraite progressive, c'est qu'on diminue son activité et on a une fraction de sa pension de retraite. Donc, très bien. Voilà. Et là encore, là, moi, depuis 2002 que je traite ces sujets, j'ai eu très rares cas. J'en ai eu récemment, justement, depuis que c'est ouvert à des chefs d'entreprise, parce que la condition, c'est quand même d'avoir cotisé 150 trimestres. Et donc, en fait, les gens, ils sont OK pour lever le pied 2 ans avant, mais malheureusement, ils n'avaient pas ces 150 trimestres. C'est beaucoup quand même. Donc, voilà, du coup, ils n'étaient pas éligibles, en fait. Oui, d'accord. Je vais rester avec vous, Annabelle, pour nous parler un peu des conditions en matière de pénibilité du travail. Voilà, et bien là aussi, c'est quand même des points sur lesquels il y a eu de belles évolutions. Alors, je pense que c'est quand même important que je rappelle que le compte pénibilité, il avait été créé en 2015, d'abord avec 10 facteurs, et puis en fait, en pratique, c'était trop compliqué d'avoir 10 facteurs en termes de mesures. Donc, actuellement, on a 6 facteurs, et je dirais que le facteur principal, c'est le travail de nuit. Parce que le travail de nuit, et alors pareil, c'est recentré, parce que le travail de nuit, c'est au moins 1 heure entre minuit et 5 heures. Au moins 1 heure. Et quand on dit au moins 1 heure, c'est-à-dire si tu finis à minuit et demi, tu n'as pas travaillé 1 heure, donc tu n'es pas éligible. Ou tu commences à 4h30, donc tu n'auras pas 1 heure. Donc c'est pour ça que je suis vraiment pragmatique. C'est des détails, mais il faut vraiment faire attention, c'est clair. Et donc là, on a un seuil qui était fixé à 120 nuits. À l'heure actuelle, qui va passer à 100 nuits. Donc ça, c'est quand même favorable parce qu'on aura plus de salariés éligibles à ce compte pénibilité. Parce que sinon, sur les autres facteurs, je veux quand même le rappeler, alors il y a le fait d'être en travail en équipe successive, alternante. Là, le seuil est plus bas parce qu'en fait, c'est beaucoup plus fatigant. Oui, c'est ça, voilà. Mais il faut toujours 1 heure de travail de nuit entre minuit et 5 heures. Parce que là, j'ai souvent des gens qui sont déçus en disant, moi, je travaille en équipe, pourquoi je n'ai pas la pénibilité? Mais en fait, si tu n'as pas la fameuse heure
de nuit, t'es Ils pas commencent à éligible. 4h30 ou ce Voilà, genre de choses, ça ne exactement. marche pas. Ils ne sont pas éligibles. D'accord. Et après, on a d'autres cas, mais c'est vraiment, alors les milieux hyper bas, on m'a expliqué que c'est de travailler dans des centrales nucléaires ou dans des sous-marins, Ah oui, d'accord. donc c'est quand même pas hyper fréquent. Mm. Le bruit, les postures pénibles, les gestes répétés, Mhm. en fait, c'est 800 heures. Non, parce que par exemple, on s'était interrogé pour les crèches. Oui. Les crèches, on sait bien que les enfants crient, Ouais. mais vous voyez, ils ne vont pas crier 8 heures dans la journée. Donc, Ça dépend des malheureusement, enfants, mais- le personnel n'est pas éligible à la pénibilité. Oui, Mais en tout cas, pour ceux qui sont éligibles à la pénibilité, donc il y a ce fameux compte sur lequel on acquiert des points. Mm. Et donc ça existe depuis 2015. Et les points, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'accéder à des formations pour aller vers des métiers moins pénibles. D'accord. Donc ça, c'est un des premiers dispositifs qui avait été vu. Deuxième dispositif, pareil, que j'ai été sollicité, mais on n'a pas mis en pratique, ce serait de passer à temps partiel pendant 3 mois. Mais là, pareil, il y a toute une série de démarches qui rebutent un peu même les salariés les plus volontaires. Ouais. Et le troisième objectif, et c'est là où on retrouve notre sujet de retraite, c'est que ça permettait de partir plus tôt en retraite. Et donc là, dans le cadre de la réforme, le fait d'abaisser par exemple le seuil de 120 à 100 nuits, ça va permettre, à mon avis, à plus de personnes de partir 2 ans avant. Donc vous voyez, de retrouver les 62 ans pour éviter les 64 ans. D'accord, Voilà. Non, très clair. Ouais. Et est-ce qu'on a du nouveau aussi en matière de cumul emploi-retraite? Ah oui, ça effectivement, ça a aussi, évolué oui, là-dessus. Alors là, pareil, je trouve que c'est quand même bien que je rappelle, il y a 2 régimes actuellement. Ce qu'on appelle le cumul intégral, donc là c'est nos limites, c'est que tu avais déjà l'âge pour prendre la retraite, donc là actuellement 62 ans, donc ça voulait dire que tu pouvais à 62 ans reprendre un autre travail, cumuler avec tes revenus, il y avait 0 restriction. Oui. Mais l'inconvénient, c'est que tu recotisais et que tu cotisais à perte, enfin tu cotisais pas à perte, mais tu cotisais pour le pot commun. Donc, C'était ça au te- titre de la oui. solidarité. voilà, ça te rapportait à rien pour toi. Et après, on avait le cumul restreint. Donc ça, c'était pour les gens qui avaient anticipé justement leur départ en retraite. Donc par exemple, ceux qui avaient bénéficié du dispositif carrière longue et donc qui étaient partis à 58 ou à 60 ans quand l'âge légal il était à 62. Et là, il y avait quand même un frein principal, c'est que pour reprendre dans la même entreprise que celle où tu travaillais, tu devais attendre 6 mois. Ouais. Et tu étais limité en termes de revenus. Bon, ça en pratique, les gens acceptaient d'être limités en termes de revenus parce que généralement, ils ne reprenaient pas non plus à plein. Et donc là, le nouveau dispositif, ça sera que les gens ils vont cotiser et ils vont pouvoir cotiser pour rebâtir. Alors, ils disent une deuxième liquidation de pension de retraite. Alors, c'est toujours pareil. Si tu recotises juste 2 ou 3 ans, il ne faut pas imaginer que ça va faire des 1000 et des 100 derrière, mais éventuellement un petit complément. Par contre, là, on sera dans le cumul intégral et on devra aussi attendre 6 mois. Donc ça va être un peu nouveau pour les entreprises parce que cette attente de 6 mois, en fait, quand on est dans des groupes de sociétés, ça ne pose pas tellement de problèmes. Parce que si tu es dans un groupe de société, tu étais salarié de la société A, tu vas pouvoir te faire réembaucher dans la société B. Et par exemple, moi, j'ai eu le cas d'une boucherie. Si tu as juste une boucherie, donc tu ne peux pas dire que tu vas réembaucher la personne et par une autre société. Si tu es une seule entreprise, tu ne peux pas. Et te faire attendre 6 mois, c'est un peu dommage. Donc parfois, la solution de l'intérim, c'est ce qu'on pouvait proposer, que la personne passe intérimaire le temps de ces 6 mois. Parfait. Voilà. On va poursuivre rapidement. Il nous reste quelques questions. Oui. On va parler des conditions de revalorisation des petites pensions, Véronique. Alors, il y a 2 choses, parce qu'on parle de revalorisation. Il y a déjà la revalorisation qui a été très médiatisée, très annoncée, des pensions, des petites pensions de retraite, Oui, c'est vrai. qui est prévue en fait par la loi, dont on ne connaît pas encore totalement les modalités, puisqu'on attend encore là aussi des précisions de la part du gouvernement. Il y a cet aspect-là des choses où on va être plutôt sur des revalorisations, sur des pensions qui se situent entre 1 200 € et les niveaux de pension à 1 200 € avec une revalorisation qui devrait intervenir rapidement. À côté de ça, on a tous les mécanismes dits de surcote, c'est-à-dire qui permettent en fait d'avoir des majorations de la pension de retraite, où là, pour le coup, ça n'a pas été beaucoup modifié, sauf pour la parentalité. Et là, je vais laisser Annabelle le développer sur ce point parce qu'elle aime bien en parler. En fait, la vraie nouveauté sur la surcote, ça va surtout concerner la parentalité. Et en ce qui concerne les cas de surcote qu'on connaît actuellement, ils ne sont pas tellement modifiés. Donc, on est toujours sur des surcotes si on travaille un peu plus longtemps
que ce qui est prévu, c'est-à-dire que je peux partir à la retraite à 64 ans, mais si je travaille une année ou 2 années de plus, bah, je vais avoir une meilleure pension. On va m'appliquer un coefficient de majoration qui est compris entre 1,25% et plus. Eh bien, ça peut être intéressant de continuer. Il faut donc faire ces calculs, en fait. D'accord. Voilà. Et sur donc, les parents, en fait, c'est surtout les mères de famille. En fait, les mères de famille, au titre de la maternité, elles validaient 4 trimestres, même si elles avaient continué à travailler, c'était justement des trimestres validés. Oui. Et donc, chaque enfant pouvait te ramener jusqu'à 8 trimestres. Oui. Et en fait, ces trimestres validés, même si la dame avait continué à travailler, servent plus à grand-chose quand tu décales l'âge de départ de 62 à 64, parce que finalement, les dames vont plus s'en servir. Et donc, ça, ils ont pensé à ce cas-là. Oui. Et donc, les mères qui auront le nombre de trimestres nécessaires à l'âge de 63 ans verront leur pension de retraite majorée de 5%. D'accord. C'est le petit ajustement qui a été fait justement pour compenser le décalage de 2 ans pour les mères de famille. Parfait. Mais ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'en fait, c'est vraiment un régime dérogatoire qui est mis en place, qui vient s'ajouter à ce qu'on connaît déjà sur les mécanismes de surcote quand même. D'accord. Et quelles sont les conséquences de la réforme sur la retraite complémentaire, Véronique? Est-ce qu'on les connaît? À ce jour, on ne les connaît pas. La réforme, en fait, concerne les régimes de base. D'accord. Donc, ça ne touche pas les régimes de retraite complémentaire, quels qu'ils soient, pour le moment. Donc, ça veut dire que, comme on l'a vu par le passé, à chaque fois qu'il y a eu des réformes quand même sur les régimes de base, on sait que les régimes, par exemple, pour les salariés Agirc-Arrco, aujourd'hui, ont modifié, en fait, les règles pour s'aligner plus ou moins sur les règles légales. Donc, il est fort à parier qu'il y aura des aménagements qui seront faits dans les différents régimes de retraite complémentaire. Et concernant les régimes spéciaux, voilà. Annabelle? Alors ça, je pense que c'est quand même important de le signaler. Donc, on parle de la clause du grand-père. En fait, seuls les régimes de la RATP, des industries électriques et gazières, alors du 16, c'est le Conseil économique, social et environnemental, et des clercs de notaire. Et des clercs de notaire. Il n'y a que quand même 4 régimes spéciaux qui vont prendre fin. Et encore, ils vont prendre fin que pour les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023. Donc, ça veut dire que tous les autres régimes spéciaux restent inchangés à ce jour, en tout cas. Ok, très bien. Merci beaucoup, mesdames. Moi, je voudrais qu'on conclue peut-être par vos derniers conseils pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien cette réforme et puissent bien préparer leur retraite. Un dernier conseil, Annabelle? Eh bien voilà, moi je trouve que le décalage de 2 ans, ça nous fait 2 ans de plus pour préparer sa retraite. Je trouve que quand même les sites qui nous sont proposés par les sites officiels, donc on a Info Retraite, on a aussi Marel, c'est un simulateur de retraite. C'est vraiment des sites qui sont très bien faits. Se faire épauler pour donner du sens aux chiffres, ça peut effectivement être intéressant. Et puis de savoir ce à quoi on va pouvoir prétendre, je pense que c'est aussi quand même important de regarder ça. Merci Annabelle. Véronique, pour finir? Je confirme le fait qu'effectivement, ça donne un peu plus de temps. Il ne faut pas hésiter à aller vers les caisses parce qu'en fait, on a des relevés de carrière qui arrivent, mais on ne les comprend pas. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter les caisses vieillesse. Et je conclurai en disant qu'il y a eu beaucoup de choses autour de cette réforme, mais en réalité, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est pas une réforme structurelle profonde. Ça reste des petites touches, une accélération d'un calendrier qui existait déjà depuis 2014. Et donc, il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter. Bon. En tout cas, c'est de la réassurance, je pense, pour vous qui nous regardez. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission sur des sujets toujours plus passionnants les uns que les autres sur Fusexpert. À très vite.